C'est Édouard. Bonsoir Édouard. Donc tu vas nous parler de la détection et de la résection. Tu n'as pas pu venir, donc du coup on t'écoute par vidéo. Alors pour commencer, pourquoi ce topo? Parce que quand on rencontre au cours de nos coloscopies des lésions, on se pose deux questions. On doit se poser deux questions. La première est évidente. Est-ce que c'est un cancer? Bon, oui ou non, lésion bénigne ou maligne. Et si jamais on a l'impression que la lésion est un peu différente, ressemble quand même à un cancer, mais pas forcément, est-ce que son envahissement reste superficiel ou profond? Donc la caractérisation, elle sert à répondre à cette question et notamment évaluer les critères d'envahissement sous-muqueux, diminuer le nombre de biopsies par rapport à la question est-ce que c'est vraiment utile de faire des biopsies, pour conduire ensuite au topo suivant qui devait être présenté je crois par Sarah et qui finalement va être présenté par Bertrand, tout ceci afin de préciser les modalités de résection endoscopique. Pourquoi? Tout simplement parce que les recommandations européennes d'endoscopie digestive sont les suivantes. Elles datent maintenant de 2017. Les recommandations sont les suivantes. Toute lésion ne présentant pas de critères d'envahissement sous-muqueux profond doivent être réséquées endoscopiquement. 3 points d'exclamation. Ça veut dire qu'il ne faut pas les confier au chirurgien de manière excessive. Les biopsies, j'en parlais tout à l'heure, elles sont souvent inutiles. Parce qu'on verra qu'il peut y avoir des erreurs d'échantillonnage du fait de l'hétérogénéité de la lésion. Elles peuvent être parfois délétères, alors c'est pas si on fait une biopsie, c'est si on en fait des dizaines sur une lésion, parce que ça peut se compliquer de fibrose sous-muqueuse secondaire. Et puis malgré tout, j'avais fait un topo l'année dernière au GIFOD pendant le Covid, qui était aussi informatisé. Ça a un coût, les biopsies. Ça a un coût de réalisation, ça a un coût d'analyse. Donc si c'est inutile, ça ne sert à rien. Pour au final se poser la question est-ce qu'on peut le réséquer ou est-ce que ça doit être opéré? Et si on peut le réséquer, est-ce que je le réséque ou est-ce que je l'adresse à un centre expert? Ce magnifique schéma que j'ai pris en fait du topo qu'avait fait Mathieu Pioche au GIFOD cette année est assez clair, et le principe c'est que la prise en charge des lésions colorectales se base sur l'histologie, en rapport en fait avec ce que vous voyez sur la flèche, avec le risque ganglionnaire. Plus on va vers la droite, plus c'est rouge et plus le risque ganglionnaire est important. Et par rapport aux lésions, il faut voir en fait la limite à gauche de la résection endoscopique qui est tout à fait préconisée, et du coup il y aurait un surtraitement si ces patients étaient opérés. À droite, les lésions invasives avec envahissement profond, avec donc un risque ganglionnaire important, et pour lesquelles, si je les enlevais en endoscopie par dissection ou mucosectomie, il y aurait un sous-traitement. Parce que, vous le savez bien, quand il y a un risque ganglionnaire élevé, il faut une chirurgie pour la résection de la tumeur, mais aussi pour le curage ganglionnaire. Ce sont à peu près les couleurs que vous voyez sur la classification Connect de Mathieu Pioche, avec les lésions festonnées, dysplasie de bas grade, dysplasie de haut grade, qui sont à réséquer le plus spécifiquement en pismile ou en monobloc. Et lorsqu'on a des lésions qui ressemblent à des lésions qui commencent à se transformer, où là on a un intérêt, et surtout pour le patient, à les réséquer en monobloc, notamment par dissection. Et donc voici la transposition du schéma précédent dans la classification Connect de Mathieu Pioche, où en fait les lésions que je vous ai décrites comme étant tout à fait rassurantes, entre guillemets bleues ou vertes, correspondent à des lésions superficielles. Les lésions rouges correspondent à des lésions dégénérées avec signe d'envahissement profond, et les critères Connect
de forme, de vasculaire pattern, de pit pattern, et les lésions intermédiaires qui peuvent être des lésions à dégénérescence superficielle avec des critères de forme, de pattern et de pit pattern et de vasculaire pattern tout à fait particuliers. Et on verra dans la suite du topo que la différenciation des 2C et des 3 est fondamentale pour la prise en charge. Maintenant, nous allons essayer de voir comment prédire la présence de cancer dans une lésion. On pense souvent que la taille, c'est prépondérant pour le diagnostic d'invasion profonde ou le diagnostic de cancer. C'est faux. La taille ne prédit pas l'histologie. En résumé, c'est pas parce que la lésion est étendue qu'il ne faut pas la traiter endoscopiquement. Un exemple d'une dissection que j'ai faite en 2019, une large lésion vileuse du bas et du moyen rectum chez un collègue néphrologue qui habitait dans le Pays Basque. Étant donné la taille, je peux vous dire que j'ai pris mes précautions parce que j'envisageais une dissection relativement longue de quelques heures. Donc il a eu écho-endo, IRM, j'ai discuté de son dossier en RCP à maintes et maintes reprises et finalement il n'y avait aucun critère endoscopique de dégénérescence, donc j'ai fait la dissection sous-muqueuse. Vous voyez la première photo en vision directe au niveau de la marginale, la deuxième photo en rétrovision et puis la pièce épinglée. Et bien après analyse de cette pièce qui est quand même assez gigantesque, il y avait un petit centimètre de zone dégénérée en adénocarcinome superficiel avec aucun signe péjoratif et une résection R0. Et de la même manière, sur des petits cancers, sur des petites lésions de 2-3 cm, on peut trouver exactement le même type de dégénérescence. Voilà, c'est pour illustrer le fait qu'il ne faut pas s'arrêter à la taille de la lésion pour ne pas traiter endoscopiquement. Attention, de la taille. Ensuite, comment prédire la présence de cancer dans une lésion? Encore une diapositive sur la biopsie. La biopsie, ça ne prédit pas bien l'histologie. Une étude pilote lyonnaise avait montré sur 61 polypes réséqués R0, il y avait une lecture anapathe classique de la pièce avec des biopsies initialement non dirigées, c'est-à-dire au hasard, mais également des biopsies dirigées sur des zones qui nous paraissaient péjoratives. Vous voyez que les sensibilités de la biopsie ne sont pas très bonnes. 20% pour des lésions dégénérées superficielles et 43% pour des lésions profondes lorsque la biopsie n'était pas dirigée. 86% si la biopsie était dirigée, mais toujours avec une difficulté de différencier sur les biopsies le caractère infiltrant sur plus de 1000 microns ou non, bien entendu. Pour prédire la présence de cancer dans une lésion, on a l'habitude de faire quelques examens complémentaires comme l'IRM et l'écho-endoscopie, mais attention, ce ne doit pas être des examens exhaustifs et uniques. Ils ne doivent pas remplacer une bonne lecture endoscopique. En effet, l'IRM rectal, c'est pas un mode d'examen pour différencier le T1 du T2. En revanche, c'est bon pour les adénopathies, c'est bon pour différencier un T2 d'un T3. Et l'écho-endoscopie a une mauvaise concordance interobservateur. Moi, maintenant l'habitude de faire attention aux larges lésions vileuses et à une décision chirurgicale qui a été donnée uniquement sur une IRM qui était T2N+, car j'ai pu avoir l'expérience à Bordeaux avec mes collègues chirurgiens qui faisaient que du rectum, d'un bilan endoscopique qui était en fait tout à fait rassurant, sans signe péjoratif endoscopique. La résection était tout à fait rassurante avec la dysplasie et en fait les adénopathies vues à l'IRM ou à l'écho-endoscopie étaient inflammatoires. Donc ça, il faut faire attention. Et la lésion n'était pas en fait n'était pas infiltrante. Ce qui permet le mieux de prédire la présence de cancer dans une lésion, c'est l'endoscopie avancée.
Ça, on est bien d'accord, avec un examen en lumière blanche, avec de la coloration numérique. On peut aider l'exposition et donc l'analyse et une bonne caractérisation avec la mise en place à l'extrémité de l'endoscope d'un capuchon. Donc la première étape, il n'y a pas besoin de faire de coloration, de mettre du bleu ou quoi que ce soit, c'est de regarder la lésion en lumière blanche. Il y a quelques éléments qui peuvent attirer l'attention, notamment cette fameuse peau de poulet, chicken skin, qui est un signe d'alerte, un critère d'alerte, pardon, ce n'est pas un signe exhaustif. C'est associé à un surrisque d'adénocarcinome. En revanche, c'est peu précis pour évaluer la profondeur d'infiltration. Mais pour résumer, si vous avez que cette peau de poulet avec une lésion qui a l'air tout à fait rassurante, comme on peut le voir sur cette première analyse de lésion, et ben dans ces cas-là, ce n'est pas suffisant pour dire qu'on ne peut pas le prendre en charge endoscopiquement. Après, il y a évidemment aussi, toujours en lumière blanche, des signes évidents. Bon, ça c'est la classification de Paris. Lorsque la lésion est ulcérée ou voire sténosée, on est évidemment à 90% de risque d'invasion en profondeur. Là, il n'y a pas besoin d'analyse extrêmement fine, mais attention aux lésions qui sont à cheval sur un pli. Il faut bien regarder ce qui se passe derrière ce pli, où on peut, devant le pli, voir une lésion tout à fait rassurante, et derrière le pli, voir une lésion finalement ulcérée. Et donc pour s'aider, de manière en fait statistique, il y a une corrélation, c'est ce que j'explique aux patients, il y a une corrélation entre l'aspect de la lésion et sa nature, et donc sous-entendu pour nous médecins, la corrélation avec le risque d'invasion sous-muqueuse, comme par exemple cette classification des LST, où une LST granulaire homogène est tout à fait à risque extrêmement faible d'invasion sous-muqueuse. En revanche, lorsqu'elle n'est pas granulaire, pseudo-déprimée, nodulaire, le risque d'invasion sous-muqueuse est beaucoup plus important. Et ces éléments-là rentrent dans la classification Connect. Ça, c'est un exemple de la lésion dont je vous montrais tout à l'heure, la peau de poulet, avec un patient qui m'était adressé justement pour une résection endoscopique. Cette lésion est à cheval sur un pli. Je me mets en position pour la résection avec un capuchon transparent de dissection. Bon, là, on voit la peau de poulet. On voit quand même une forme presque un peu déprimée, mais on est à cheval sur un pli, donc ça aussi, il faut faire attention. En revanche, deuxième temps, on s'expose avec le capuchon en abattant la lésion vers nous. On essaie d'injecter derrière, on voit que la lésion se rabat un peu plus vers nous, mais le centre de la lésion est tout à fait ulcéré. Et ce qui est très important, et ce qui doit attirer l'œil, c'est donc cette zone déprimée, bien sûr, et la zone démarquée, la frontière, on voit bien ici, sur avec la coloration NBI, entre l'adénome et l'absence de glandes superficielles et de vascularisation. On rentrera dans le détail tout à l'heure. La dégénérescence est inhomogène. Deuxième diapo, on voit au centre de cette lésion en lumière blanche une zone rouge qui doit attirer l'œil, alors que l'extrémité, les berges sont un peu plus claires et plus adénomateuses. Et en NBI, donc la coloration Olympus, cette zone est verte. Donc ça, ce sont des moments qui doivent attirer l'attention. Le fameux aspect en peau de poulet, qui est en fait un signe qui se surajoute au signe que je vous ai expliqué. Une fois qu'on a analysé de cette manière-là, on peut aller plus loin pour essayer de différencier le superficiel du profond. Je reprends la même diapositive. Là, un signe évident d'ulcération nécrosante, lésion pas du tout homogène, avec l'absence de pit pattern et de vasculaire pattern. Là, le diagnostic ne fait aucun doute. On s'aide du pit et du vasculaire pattern pour essayer d'analyser et de différencier le superficiel du profond. En gros,
selon les différentes classifications de Kudo et de Sano qui rentrent dans le code Connect. C'est un peu plus favorable lorsque les cryptes sont irrégulières en taille et en forme, mais qu'il y a la persistance d'un relief. En revanche, lorsque les cryptes sont irrégulières, éparses, avec des zones dépolies sans relief, dans ce cas-là, on est vraiment dans le rouge et donc dans la chirurgie. Pareil pour les vaisseaux associés, donc là c'est le vascular pattern, les vaisseaux branchés, irréguliers, sans zone avasculaire de haute densité, c'est plus favorable que lorsqu'il n'y a quasiment aucun vaisseau, comme on peut le voir sur la photo de gauche où là on est dans le rouge, c'est traitement chirurgical. Le orange, il faut un traitement, on peut proposer un traitement endoscopique, mais forcément en monobloc. Donc voici ce à quoi ça correspond avec la classification Connect, Donc le orange, traitement endoscopique si possible avec le Connect 2C. Donc là, ça correspond à un adénome à risque ou à un cancer superficiel comportant plus de deux critères qui sont soulignés ici. Le rouge, on a bien analysé, c'est un Connect 3. Dans ce cas-là, c'est quand même plus le traitement chirurgical. Donc, qu'est-ce qui doit apparaître dans votre compte-rendu? Dans votre compte-rendu doit apparaître le nombre de lésions, ça paraît évident, avec la localisation la plus précise possible. Alors, au niveau du rectum, bas rectum, moyen rectum ou rectum, la localisation par rapport à la ligne pectinée, ça c'est important, parce que ça sera plus difficile. Si jamais c'est pas vous qui l'enlevez en dissection, si c'est un expert, la résection est quand même plus difficile, donc ça prend un peu plus de temps. Si vous savez pas trop où ça se trouve entre l'angle gauche, versant côlon gauche ou versant côlon transverse, si c'est dans le côlon droit, si vous savez pas exactement, vous mettez un clip et vous faites un scanner. Ça permet de visualiser. Si jamais vous l'envoyez à un expert, et même si vous l'envoyez à un chirurgien, parce que c'est une lésion qui a des critères d'invasion profonde, comme on a vu tout à l'heure, Connect 3. Ce qui est important, c'est de préciser la taille. Alors l'évaluation de la taille, je le reconnais, c'est très difficile. Moi-même, je me trompe souvent. Dans la base de données que nous avons pour la dissection avec Jérémy Jacques, la base de données française, il faut évaluer la taille avant et ensuite mettre la taille mesurée par l'anapathe. Il y a souvent une différence. Alors avec les années, elle est de moins en moins grande, mais c'est difficile. Une échelle pour évaluer la taille, c'est à peu près l'hémiscirconférence colique, c'est 4 cm. Voilà. Donc si ça fait l'hémiscirconférence, ça peut faire 4 cm. Après en longueur, c'est difficile. C'est important de détailler la forme et la localisation par rapport à un pli, d'évaluer la classification Connect que nous avons affichée nous dans nos salles d'endoscopie. C'est quand même une classification qui n'est pas très compliquée et avec un apprentissage, une expérience qui vient assez rapidement. Et si possible, dans le compte rendu, y associer les photos ou les vidéos, donc le compte rendu pour le patient, et si c'est pas pour le patient, envoyer à l'expert qui fera la résection par WhatsApp, par WeTransfer, comme on reçoit très souvent, et ça aide pour les résections. Alors surtout pour les lésions coliques, car pour le rectum, c'est pas très compliqué de faire une rectoscopie d'évaluation préthérapeutique. Voilà, j'espère ne pas avoir trop empiété sur le topo de Bertrand ou de Sarah, et je vous souhaite une bonne journée et merci encore pour votre attention. Voilà, je fais au mieux pour enregistrer ce topo au pied levé du fait d'une grève SNCF. Plaisir. Salut Edouard, t'es avec nous? Ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être que tu peux rester connecté, et, comme mon topo est un peu connecté avec le tien, je le fais et puis on discute après. Avec plaisir. Okay.
Donc moi je fais la suite logique du topo d'Edouard sur la résection et la résection d'un polype en 2022. Donc en 2022, c'est pas la même chose que réséquer un polype en 2000 ou dans les années 90. On n'utilise plus les mêmes outils et puis il y a beaucoup de propositions, d'algorithmes, de recommandations qu'on doit savoir suivre. Donc il faut en tout cas chercher à s'améliorer, il ne faut pas rester sur les acquis anciens, il faut du coup s'améliorer sur 3 règles. La première chose, c'est de connaître ses basiques, donc les recommandations, on va y revenir, connaître son matériel et l'adapter. Ce n'est pas à votre infirmière d'endoscopie de choisir l'anse de polypectomie, c'est à vous de connaître ce que vous avez dans votre armoire, savoir quelle aiguille vous allez utiliser pour l'injection, quel produit d'injection, quelle anse, quelle taille d'anse, et puis savoir connaître ses limites, ne pas se lancer comme un alpiniste directement sur l'Himalaya. Il faut aussi se dire que devant un polype, il faut rester humble. Si on pense qu'on ne va pas être en mesure de le réséquer complètement, il faut savoir s'arrêter pour ne pas compromettre les chances ultérieures de résection. Donc les recommandations, c'est assez simple. Vous pouvez aller les voir sur Internet. Elles sont en libre accès sur le site de l'ESGE, par exemple. Pour toute la partie technique endoscopique, elles sont révisées très régulièrement par des experts internationaux. Il y a des experts français parmi eux. Donc ça, c'est pour lire en anglais. Et puis si vous n'avez pas le courage de lire en anglais, sur Google, vous tapez FMC Gastro. Moi, quand il y a des choses en foie ou en Mickey que je ne maîtrise pas, eh bien, je fais FMC Gastro avec la pathologie qui m'intéresse. C'est la même chose pour la résection des polypes. Oui, j'ai fait ça ce matin et on voit finalement qu'il y a 3 topos disponibles qui sont très récents. Et en fait, ça correspond aux topos que vous avez dans les cahiers de FMC SGE à la fin des JFOD. Et c'est très synthétique et très facile d'accès. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas connaître les recommandations. Donc, si on parle de résection, je pars de cet algorithme qui peut paraître un peu complexe, mais qui en fait reprend un peu toutes les situations dans lesquelles on se retrouve face à un polype colorectal en fonction de sa taille, de son type, est-ce que c'est une lésion pédiculée ou une lésion sessile, et puis du risque d'invasion sous-muqueuse, c'est ce dont vient de parler Edouard. Donc vous voyez que de manière centrale, il faut toujours passer par une étape de réflexion. L'endoscopie, c'est pas bête et méchant, on prend un matériel et puis on enlève ce qu'on voit. Il faut quand même un peu réfléchir et faire de la caractérisation endoscopique. Donc, qu'est-ce qu'on a comme matériel? Évidemment, pour faire la résection, on doit avoir maintenant un endoscope de bonne définition. Savoir utiliser la chromo-endoscopie virtuelle, c'est disponible pour toutes les firmes, que ce soit le NBI, le BLI ou l'iScan. Laver, la pompe de lavage est vraiment un matériel indispensable et à exiger dans toutes vos structures parce que ça permet de faire des coloscopies à l'eau, mais aussi pour bien laver les lésions, bien insuffler, puis avoir 2 temps d'analyse. Edouard a évoqué ça, donc on fait une analyse de loin qui permet d'avoir une évaluation statistique du risque de cancer de la lésion. C'est surtout pour les gros polypes, évidemment, puisque quand on est face à une forme de lésion vileuse, les LST, c'est les anciennes nappes vileuses, eh bien, en fonction de l'architecture de la LST, on va déjà pouvoir pronostiquer le risque statistique de cancer et déjà orienter la technique de résection. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va regarder plus précisément l'architecture glandulaire, l'architecture vasculaire, et puis estimer s'il y a un point précis où il y a peut-être un cancer. Donc si on vient aux choses plus simples, finalement le quotidien du gastro-entérologue, c'est trouver des petits polypes de moins d'1 centimètre lors des coloscopies de dépistage. C'est la première partie de l'algorithme. Et là, les choses sont très claires. Finalement, il y a un seul outil à avoir, c'est l'anse froide. On ne parle pas de pince froide, pas de pince chaude, pas d'anse diathermique, pour que ce soit pour ce qu'ils appellent les diminutifs polypes, les petits polypes de moins de 5 mm, ou pour ceux de 6 à 9 mm, il faut utiliser l'anse froide. Donc je rappelle la technique de l'anse froide, vous maîtrisez tout ça parfaitement. On se met en face ou à 6 heures son polype, on le voit en lumière blanche puis en NBI ou BLI, et puis on le retire en essayant de prendre, vous voyez, des marges relativement importantes autour du polype. Il ne faut pas avoir peur de prendre de la muqueuse saine. On exsuffle au moment où on attrape, l'infirmière ferme l'anse pour justement prendre suffisamment de tissu sain. On sectionne, on lave et on voit que ça ne saigne pas, ça s'est bien passé. Alors, quelle anse froide utiliser? Il y a 2 types de matériel. C'est vrai que quand on est en libéral, on est aussi confronté à des problèmes de coût auprès de sa structure. Moi, on m'a longtemps imposé l'utilisation des anses hybrides,
qui ont effectivement l'avantage de pouvoir à la fois faire de la section froide et puis de retirer un petit polype pédiculé lors de la même coloscopie avec le même matériel et l'anse chaude. Mais il y a aussi des anses dédiées, les anses froides, qui sont quand même un peu plus faciles à utiliser, plus efficaces parce qu'elles ont un fil plus fin et plus rigide. Et donc on ne se retrouve pas confronté à une situation qui peut arriver quand même avec l'anse hybride, c'est quand on a refermé et qu'on demande à l'infirmière de sectionner, ben ça coupe pas. Donc il faut essayer plutôt de redemander à avoir des anses dédiées froides, et il y en a dans toutes les firmes. Le plus important malgré tout, c'est que ce soit une anse hybride ou une anse froide, il faut les utiliser, il ne faut pas utiliser les autres outils pour les polypes de moins de 10 mm. Donc pourquoi je vais vous convaincre d'utiliser uniquement l'anse froide, si vous ne le faisiez pas? On va voir que c'est meilleur que toutes les autres techniques, que ce soit l'anse diathermique, la pince froide ou la pince chaude, qui est vraiment un outil dangereux. Et donc si on commence avec la pince froide, eh bien on voit dans des méta-analyses de petites études que c'est mieux, on enlève plus facilement l'intégralité du polype, même si la pince froide n'a pas des résultats mauvais, 85% d'éradication histologique complète, mais ça fait mieux. Et puis finalement, quand on prend des données de temps également, c'est plus rapide. Pourquoi? Parce qu'on s'y prend qu'à une fois, alors que bien souvent avec la pince à biopsie, même pour un petit polype, on a déjà fait l'expérience d'avoir un malade qui bouge, une respiration abdominale, on n'arrive pas à bien se positionner pour l'attraper, puis quand on l'attrape à côté, et puis il faut s'y reprendre à 3 fois pour faire 3 morceaux. Donc finalement, l'anse froide, c'est quand même un outil plus rapide. Est-ce qu'on doit encore utiliser la pince chaude? Non, alors, parce que c'est pareil, ça a les mêmes inconvénients finalement que la pince froide, à savoir un temps plus long et puis moins d'éradication histologique, et puis c'est dangereux. Finalement, si on analyse des pièces de colectomie chez des patients à qui on a fait une polypectomie à l'anse froide ou à la pince chaude, eh bien on voit qu'on entraîne des dommages importants de manière transmurale sur la paroi du côlon, et qu'en fait on s'expose à des phénomènes soit simplement de syndrome post-résection avec des douleurs et un syndrome inflammatoire, soit des vraies situations de perforation retardée. Donc il ne faut pas du tout avoir de pince chaude dans votre armoire. Moi j'en ai pour un seul intérêt, c'est finalement l'hémostase endoscopique, puisque quand vous avez un vaisseau qui saigne, vous êtes content d'avoir cet outil-là et que c'est beaucoup moins cher qu'une coague Grasper. Mais en tout cas, il ne faut plus l'utiliser pour la résection de polypes. Et puis l'anse diathermique, c'est aussi efficace que l'anse froide, mais c'est moins rapide. Pourquoi l'anse froide est plus rapide? Quand vous avez besoin de l'anse diathermique, il faut mettre une plaque, il faut brancher votre générateur, il faut sortir votre pédale, donc il y a quand même un peu plus de matériel. Et puis c'est contre-intuitif. Souvent on utilise l'anse diathermique en se disant au moins ça va pas saigner, mais en fait c'est pas vrai. En particulier sur les saignements retardés, toutes les études tendent à montrer qu'il y a moins de saignements retardés avec l'anse froide. Certes, ça peut saigner sur le moment, vous allez laver un peu. Souvent, quand vous décidez à prendre un clip, le temps que vous le sortiez, finalement, ça s'est arrêté de saigner. Mais il n'y a pas de saignement retardé, c'est vraiment un outil très sécurisant. Donc, la technique en face ou à 6 heures, bon, le petit film défile pas, mais c'est pas grave. La technique prime sur le matériel, on essaye d'avoir une anse dédiée, et puis surtout on n'a pas peur d'attraper large parce qu'on a vu que ça saigne pas. Et puis la perforation à l'anse froide, ça n'existe pas. C'est pareil, j'ai fait PubMed ce matin, vous tapez Kolsner et perforation et vous avez 3 résultats qui sortent sur toute la littérature avec des case reports de patients très fragiles qui étaient exposés à de la corticothérapie au long cours. Vraiment, il faut se dire que c'est un outil très sécurisant. Si l'anse est coincée, il ne faut pas abandonner, changer, prendre une anse diathermique. Il faut utiliser la petite manœuvre de guillotine. La guillotine, c'est vous dites à votre infirmière de garder l'anse fermée et puis vous tirez d'un coup sec à plusieurs reprises sur le cathéter et ça va finir par couper. Il ne faut pas avoir peur. La deuxième partie de l'algorithme, les polypes pédiculés. Donc là, on va utiliser une anse diathermique pour tous ces polypes. La question c'est est-ce qu'il va falloir faire autre chose? Est-ce qu'on l'enlève simplement à l'anse ou est-ce qu'on fait une prévention de l'hémorragie? Et donc en fait, est-ce qu'on va du coup estimer qu'il y a un surrisque hémorragique? Ça dépend de plusieurs paramètres. Donc on estime la taille de la tête, la largeur du pied, c'est les 2 paramètres les plus importants. Et puis la localisation, éventuellement des signes de dégénérescence qui peuvent faire suspecter qu'il y a une néoangiogenèse importante et un risque de saignement. Et puis le terrain du patient, est-ce qu'il a des anti-agrégants, des anticoagulants, tout ça, ça peut pousser
à utiliser une prévention hémorragique, et la prévention, ça doit être une prévention mécanique. Donc soit on utilise une anse largable, c'est l'endoloupe, c'est très efficace, mais il faut quand même se sentir à l'aise. Il faut aussi que vous ayez un infirmier qui l'ait déjà fait, parce que s'il n'est pas bien habitué, il risque de ne pas le larguer correctement. Quand vous êtes dans une localisation difficile, dans le sigmoïde, et que ça bouge beaucoup, on n'est pas très à l'aise, on peut être gêné. Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser un clip si on n'est pas très à l'aise. C'est facile à utiliser, l'infirmière et vous-même avez l'habitude de l'utiliser, et ça fonctionne aussi très bien. À savoir qu'il faut le mettre quand même bien à la base du pied, parce que si vous le mettez trop, vous risquez d'être en difficulté pour sectionner votre polype, puisque vous savez qu'il faut quand même garder, pas couper à la base de la tête adénomateuse, il faut bien couper en aval sur le pied pour avoir une marge minimum, et puis que votre anapathe puisse utiliser la classification de Haigit s'il y a d'adénocarcinome dans le polype. Et donc si on le met trop proche de la tête, on peut avoir une conduction du courant qui passe par le clip et qui va en profondeur, et puis ça peut être un peu plus difficile si ça se met à saigner finalement d'utiliser une méthode thermique type une pince coagulante. L'injection d'adrénaline, c'est simple, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser, mais dans ce cas-là, c'est plutôt pour prévenir avant la résection, injecter le pied, ça évite un saignement, et ça va permettre dans un deuxième temps d'utiliser une hémostase mécanique, donc un clip le plus souvent, puisque ça a un caractère transitoire. Donc si on est dans s'améliorer dans la résection, il faut bien se donner des trucs et astuces, et dans les trucs et astuces des polypes pédiculés, il faut ne s'occuper que d'une chose, c'est que du pied. Le but, c'est de bien exposer le pied. Donc si vous êtes dans le sigmoïde, un sigmoïde diverticulaire, que c'est un peu difficile, il ne faut pas hésiter à ne pas utiliser votre coloscope, mais prendre un gastroscope plus souple et mettre un capuchon, ça va beaucoup vous aider. Et puis, il faut penser à Isaac Newton et penser à la gravité. Donc, il faut un peu réfléchir quand on fait de l'endoscopie. Alors, la réflexion est assez simple. On met un peu d'eau dans le côlon, on regarde où ça tombe. Et dans ce cas-là, on essaye de bouger le patient de telle manière à ce que la tête adénomateuse tombe dans l'eau du côté des clives, et ça va bien vous exposer le pied du polype. Ça permet aussi également que si un saignement survient après la résection, vous n'allez pas vous retrouver dans une mare de sang et vous allez bien avoir votre vaisseau exposé. Et puis, l'autre possibilité, c'est de le faire de manière sous-marine, donc c'est assez à la mode. Donc vous instillez de l'eau dans le côlon de manière à remplir entièrement le segment, et puis vous allez voir votre polype qui va flotter, qui va vous permettre une bonne exposition du pied. Donc les manœuvres pour couper un polype pédiculé, c'est qu'il faut bien sûr avoir un endoscope bien stable et avoir sa main droite libre, parce que vous devez avoir un mouvement simultané avec votre infirmière. Quand elle va fermer l'anse, il faut que vous ayez un mouvement de poussée du cathéter. Donc on ne peut absolument pas avoir les deux mains prises par l'endoscope et les manettes latérales ou up-down. Pour les lésions de plus de 10-20 mm qui sont les lésions sessiles ou planes, la mucosectomie qui est la référence. La technique, donc c'est une injection de la sous-muqueuse. L'idée, c'est de se donner un petit coussin de confort entre la muqueuse et le plan de la musculeuse pour éviter, réduire le risque de perforation lors de la résection. Et puis souvent, on met donc dans le soluté, dans le sérum physiologique, de l'indicocarmin qui va permettre de bien voir les marges, en particulier quand on injecte des lésions type polype festonné, on voit bien que finalement le polype est plus étendu que ce qu'on attendait, et l'indicocarmin, ça permet de bien mettre en évidence les marges. Mais attention, c'est une technique qui ne permet pas forcément de faire une résection complète. On voit que, en tout cas pour des lésions, plus elles sont volumineuses, c'est logique, et puis plus la résection monobloc chute drastiquement. Alors comment on fait une mucosectomie? Il faut être bien sûr avec un endoscope débouclé droit, à 6 heures ou en face, essayer d'avoir tourné éventuellement le patient pour se retrouver dans une situation de gravité favorable, et puis avoir bien réfléchi avant l'injection, est-ce qu'il y a un pli, est-ce qu'il y a un diverticule, est-ce que la lésion est très plane, voire un petit peu déprimée au milieu, est-ce que ça risque de pas bien se soulever. Tout ça, c'est à réfléchir avant l'injection, qui doit être donc imaginatif, puisque vous devez anticiper ce qui va se passer. Évidemment, s'il y a une lésion sur un pli, on va essayer de ne pas injecter la partie antérieure, au risque de basculer la lésion. Tout ça, il faut y avoir un petit peu réfléchi avant. Si la lésion est difficile, on peut utiliser une macromolécule pour permettre un soulèvement un petit peu plus prolongé. L'anse de polypectomie, il faut savoir travailler très près avec son anse. C'est pas l'infirmière qui sort l'anse entièrement et puis ensuite vous positionnez, vous plaquez votre anse sur le polype. C'est vous qui dirigez toute la manœuvre. Donc il faut
commencer par positionner sa pointe et puis ouvrir très lentement et ensuite en exsufflant, fermer avec le cathéter en imprimant une pression sur la base du polype. Et puis il faut anticiper les complications, savoir que vous pouvez appuyer sur votre pédale bleue de coagulation avec la pointe de lance pour faire de l'hémostase. Souvent ça permet de faire de l'hémostase préventive et éventuellement de traiter un petit suintement hémorragique. Et puis vous regardez bien votre socle pour vérifier qu'il n'y ait pas une perforation. Donc comment on peut s'améliorer? Eh bien il y a des artifices techniques. On a vu une vidéo tout à l'heure d'Edouard, donc le capuchon transparent. Franchement, il ne faut plus se poser de questions. C'est systématique si vous faites une mucosectomie programmée. Si vous revoyez le patient pour enlever le polype, il faut absolument mettre un capuchon transparent. C'est pas plus difficile de monter la coloscopie. Ça stabilise l'appareil, ça stabilise votre geste. Vous pouvez travailler très près puisque finalement, vous allez vous mettre au contact de la lésion avec votre capuchon, mais garder la visualisation. Et puis, ça permet d'éventuellement faciliter le traitement des complications. Quand ça saigne, vous appuyez sur le vaisseau avec votre capuchon, ça s'arrête de saigner. Vous avez le temps de sortir votre matériel et de pouvoir traiter tranquillement. Les solutions hypertoniques, ça permet aussi d'améliorer la résection. Alors, soit vous utilisez vous êtes riche et vous pouvez utiliser des nouvelles solutions proposées par l'industrie pharmaceutique, soit vous faites un mélange par votre pharmacie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisaient du Voluven qui maintenant n'est plus disponible. Il y a également la gélofusine qu'on peut utiliser. Le choix de lance, c'est vous qui le faites. Évidemment, on ne traite pas un polype de 20 mm avec une anse de 10 mm, on ne va jamais y arriver, donc il faut choisir la taille. Est-ce que vous prenez une anse tressée ou une anse monofilament? Ça, c'est utile d'avoir ça dans son arsenal, même si on ne l'utilise pas souvent, pour des lésions planes ou des lésions récidivantes, même pas très volumineuses. Eh bien, ça peut vous rendre beaucoup de service parce que c'est beaucoup plus rigide et ça va vous permettre de vous plaquer contre la paroi et de bien conserver l'appréhension du polype. Et donc, on le redit, l'ouverture, elle est absolument dirigée par l'endoscopiste. Alors, comment augmenter la taille de ces résections? On a aussi des artifices techniques développés ces dernières années. Donc, soit on peut faire un ancrage de lance. Donc, vous voyez qu'on se met, en fait, on sort la pointe de lance de 3-4 mm. On positionne son cathéter avec le bout de lance au pôle superficiel, en général donc le pôle oral de la lésion. Et puis on donne un coup de pédale jaune, un endocoupe, pour faire en fait comme si on faisait une incision dans la dissection. Dans l'étape de dissection sous-muqueuse, on commence comme ça. Donc on va faire pénétrer véritablement sur 3-4 mm dans la sous-muqueuse le bout de lance, ce qui va nous permettre vraiment d'être ancré, de pouvoir appuyer sur le polype. Et puis ça va augmenter artificiellement le diamètre de lance, comme vous voyez sur cette petite photo, que quand on appuie, ça va augmenter en tout cas la partie latérale, et c'est très utile, ça augmente vraiment le taux de résection monobloc pour des lésions qui sont supérieures à 20 mm par rapport à une mucosectomie standard. On gagne quasiment 20% d'efficacité. Et puis la mucosectomie sous-marine, donc mucosectomie c'est un peu trompeur puisque finalement on ne va pas avoir ce temps d'injection sous-muqueuse. C'est une résection à lance diathermique sous l'eau. En fait, on va instiller de l'eau dans le segment du côlon. Le principe, c'est que le polype va se mettre un petit peu à flotter. En tout cas, la muqueuse va se décoller du plan profond. C'est ce qu'on souhaite pour éviter la perforation. Et on va pouvoir se saisir plus facilement du polype. On n'a pas l'inconvénient de l'injection sous-muqueuse qui a tendance aussi à augmenter la taille de la lésion. Et donc c'est pour ça qu'on augmente le taux de résection en bloc d'environ 15 à 20%. Alors moi j'ai plus les images. Merci. Pour les polypes qui font plus de 20 mm qui ne sont pas suspects, donc vous vous dites que vous n'allez pas pouvoir les réséquer en un seul fragment. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites une résection fragmentée ou de la dissection? Bon, il ne faut pas se poser cette question parce que vous ne savez pas faire de dissection, vous allez forcément faire un piecemeal. Il faut quand même évaluer la difficulté parce que toutes les lésions ne sont pas accessibles par tout le monde en résection piecemeal. Donc il y a des scores qui ont été développés qui sont en fait un peu des scores de difficulté technique. Et la difficulté technique, elle va être assez bien corrélée à la récidive à 6 mois. Et vous voyez qu'on a défini ce score SMSA qui dépend de la taille du polype, de sa morphologie, de la localisation et puis de la difficulté technique avec l'endoscope, est-ce que l'endoscope réagit bien ou non. Eh bien, vous voyez que quand on a un SMS à 4, eh bien, il y a 25% de récidive à 6 mois. Donc, c'est quand même très élevé. Et donc, il faut sans doute confier ces lésions à des gens qui ont l'expertise endoscopique pour choisir entre la dissection et le piecemeal.
Vous voyez que finalement, en résumé, une lésion qui fait plus de 4 cm et qui est plane, donc la lésion type LST, quand elle fait plus de 4 cm, elle aura forcément plus de 12 points. Donc déjà, toutes ces lésions-là, en théorie, il faut les confier à un endoscopiste dit expert. Alors ça n'empêche pas de faire du piecemeal pour des lésions plus simples à enlever, mais il faut améliorer ses pratiques, pas réséquer simplement les fragments et se dire c'est super, je suis content, j'ai une résection R0 endoscopique. Il faut également ajouter une nouvelle technique, ça a été publié il y a quelques années par l'équipe australienne de Michael Bourque. Vous voyez qu'on faisait une mucosectomie standard versus une mucosectomie avec une thermoablation des berges. Et quand on fait une coloscopie à 6 mois, eh bien on a un taux de rechute, de récidive qui passe de 21% à 5%. Donc on gagne quand même 15% de récidive simplement en faisant ce geste de thermoablation des berges. Donc vous avez le réglage avec la pointe de lance, le mode soft coag, effet 4 80 watts, et avec ça vous allez brûler toutes vos berges de résection. Alors un petit aparté sur, j'ai pas trouvé grand chose dans la littérature, mais ça a l'air de se développer un petit peu le piecemeal à lance froide. C'est la même équipe australienne. Ça paraît un peu aberrant comme ça, mais en fait on peut enlever à lance froide des gros polypes sans faire d'injection préalable. C'est essentiellement pour des lésions festonnées, et ils ont fait un avant-après, en fait, une étude consécutive rétrospective sur tous leurs cas. Ils ont enlevé environ, près quasiment 600 lésions. Et en fait, le résultat principal, c'est que ça fait aussi bien que la mucosectomie standard, mais ça se complique moins finalement. Il n'y a pas du tout de perforation et il n'y a aucune complication hémorragique secondaire. Donc à confirmer dans des études prospectives. Donc le débat mucosectomie, piecemeal et dissection, la dissection c'est essentiellement porté par les Japonais et maintenant les Français, parce que c'est vrai que Mathieu Pioche et Jérémy Jacques ont permis vraiment de développer une école française qui fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font de la dissection en France et qu'on se pose ces questions-là, versus les Européens et les Américains qui nous disent que la mucosectomie piecemeal c'est plus simple, ça dure moins longtemps, ça se complique moins, c'est moins cher, donc il y a beaucoup d'avantages. Mais en fait, on a quand même finalement une moins bonne analyse histologique, des taux de récidive qui peuvent être élevés si on ne fait pas un piecemeal correctement, et puis peut-être qu'on rate des cancers sous-muqueux. Donc je voulais juste vous parler de cette deux petites diapositives supplémentaires. C'est Jérémy Jacques qui m'a donné ces diapositives qu'il a présentées au dernier congrès de la DDW. Donc c'était une étude française qui n'est pas encore publiée, qui comparait la dissection au piecemeal pour des lésions qui seraient théoriquement accessibles à du piecemeal. Ça veut dire des lésions granulaires qui font plus de 25 mm et qui ne sont pas spécialement suspectes. Et donc leur point d'étude principal, c'était la récurrence à 6 mois. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. Alors ils font un bon piecemeal, puisqu'on a les mêmes résultats que l'équipe australienne. À 6 mois, on a 5,2% de récidive, mais la récidive pour la dissection, elle est quand même inférieure à 1%, donc largement significative. Et puis après, est-ce que finalement ça se complique beaucoup plus la dissection que la mucosectomie? Mais quand on regarde leurs chiffres, et on n'a pas l'impression, il n'y a aucune complication type hémorragie retardée ou perforation qui est plus élevée dans le groupe dissection que mucosectomie. Il n'y a rien de significatif, pas de différence. Et puis deuxième élément intéressant, c'est l'analyse histologique. Même si c'est à la limite de la significativité, on s'aperçoit que les cancers sous muqueuse superficielle, il y en a 3 fois plus dans le groupe dissection que dans le groupe piecemeal. C'est sans doute pas parce qu'il y a des populations différentes, c'est sans doute plutôt qu'on fait une meilleure analyse histologique, et donc quand on fait un piecemeal, peut-être qu'on récupère pas tous les fragments, peut-être que l'anapathe ne lit pas tous les fragments, en tout cas on doit rater des petits cancers. Donc, et puis enfin, donc le dernier point de l'algorithme, les polypes d'invasion sous-muqueuse, suspects d'invasion sous-muqueuse, il faut savoir les reconnaître, et puis quand vous avez un doute, avoir un correspondant facile, faire un film avec votre iPhone qui va permettre, un film c'est quand même nettement mieux que des photos parce que ça va permettre de se rendre compte un peu de la difficulté technique que vous êtes, dans laquelle vous êtes pour vous exposer la lésion. Ça va permettre de travailler plusieurs endroits de la lésion et vous envoyez ça par WhatsApp et vous avez un avis rapide. En tout cas, il faut vraiment penser que le doute doit bénéficier au malade. Si on a un doute, il vaut mieux sans doute faire une dissection, en particulier dans la localisation rectale, et une chirurgie dans un deuxième temps, si finalement c'était profond, que l'envoyer directement au chirurgien. Je mets juste cette petite diapo voilà, pour vous dire que la colectomie, c'est pas rien. Ça, c'était quand même une publication dans Lancet sur de multiples équipes, c'est international. Et vous voyez que faire une colectomie pour cancer colorectal,
bon, c'est quand même 3% de mortalité et 15% de complications. Donc, même si vous avez des bons chirurgiens dans vos centres, la résection endoscopique, c'est quand même beaucoup moins morbide que la chirurgie. Donc, en conclusion, la pince froide, c'est uniquement pour les biopsies. La pince chaude, c'est pour l'hémostase, mais pas pour la résection. L'anse froide est votre meilleur ami et finalement doit être systématique pour les polypes les plus fréquents, c'est les polypes de moins de 10 mm. Quand vous vous attaquez à une lésion plus volumineuse, il faut savoir faire une technique d'ancrage ou utiliser la mucosectomie sous-marine parce que ça permet d'améliorer vos résultats. Et puis, c'est pas une bêtise de reculer, de reprogrammer la mucosectomie pour vous mettre dans des bonnes conditions, utiliser un capuchon. C'est jamais un problème de reprendre une deuxième fois une préparation si ça rend un service aux malades. Et si vous faites du piecemeal, ne pas oublier de faire la thermoablation des berges. Pour les lésions de plus de 20 mm, sans doute qu'une bonne mucosectomie piecemeal fait mieux qu'une mauvaise dissection, mais une bonne dissection, c'est finalement ce qu'il y a de mieux. Et pour toutes les lésions rectales, les lésions SMS-A4, donc finalement les polypes de plus de 4 cm, ou les connectes 2C, il faut les envoyer pour dissection. Vraiment savoir évaluer la difficulté et pas hésiter à contacter des centres experts. Donc pas de chirurgie en première intention pour les gros polypes. Et vous voyez que finalement, au fur et à mesure des études, on pousse de plus en plus vers le monobloc. Pourquoi le monobloc? Aussi parce qu'il ne faut pas oublier que 25% des cancers d'intervalle sont liés à une résection incomplète. Donc il faut toujours s'efforcer de faire le mieux quand on est face à un polype. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bertrand, merci Edouard. Je pense que ça a été une présentation assez exhaustive de la façon dont on doit réséquer les polypes. On a le temps pour une ou deux questions courtes avec des réponses courtes. Une question très courte. Quelle molécule vous utilisez comme molécule pour injecter en dessous du polype? Jusqu'alors, pour la mucosectomie standard, simplement du sérum physiologique avec de l'indigo-carmin. Après, quand je faisais de la dissection, plutôt du Voluvène. Mais comme je l'ai dit, ça a été retiré du marché. Je ne sais pas comment tu vas faire, Edouard. Moi, je suis en train de voir avec la pharmacie du CHU de Nantes pour avoir une préparation magistrale. Mais en fait, il faut une pharmacie particulière, une pharmacie qui fait de la chimiothérapie pour pouvoir faire ces préparations magistrales. Moi, j'ai remplacé par du sérum phi avec du bleu. Comme on a des couteaux qui sont injectables, j'injecte peut-être un peu plus, mais ça me dérange pas trop. Et il y a peut-être même les macromolécules, en injectant sous la muqueuse, ça fait un effet presque un peu rénitent, presque un peu plus dur à inciser. Bon, en tout cas, le sérum phi, ça me dérange pas. Je le fais maintenant, je sais pas, depuis un mois ou deux, je crois. Et ça se passe bien. Le sérum phi, c'est relativement standard, ça fonctionne très bien quand même. Voilà, et ça coûte rien. Une dernière question. Bertrand, moi j'ai une petite question sur tu dis lance froide. On est d'accord qu'en termes de résection, ça fait bien mieux. Sur les polypes de moins de 5 mm, il y a un problème, moi je trouve, qui apparaît avec ce type de résection, c'est la perte des polypes. Ce qu'on n'avait pas avec la pince sur les petits polypes de 3 à 4 mm. Sur des côlons pas bien préparés, sur des petits polypes, je trouve qu'on a de nouveau cette perte de polypes, ce qu'on n'avait pas jusque-là. Alors, j'aurais tendance à te dire que c'est que tu ne prends pas assez large. Parce que finalement, si tu as un petit polype et que tu ne veux pas le perdre, le plus simple, c'est d'avoir une résection très large. Tu vas emporter quasiment 10 mm de muqueuse saine autour, mais est-ce que c'est vraiment un problème? Je ne crois pas. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Personnellement, je prends très large et j'ai aucun problème. La deuxième chose, je ne sais pas, mais quand tu coupes des petits polypes de moins de 5 mm, que tu fais une bonne analyse, est-ce que tu as vraiment besoin de faire une analyse anatomopathologique? Après, les Américains, ils ont parlé du cut and discharge à un moment donné. Je pense que c'est toujours d'actualité. Ça réduit les coûts, c'est écologique. Voilà. Alors oui, ça c'est vrai, mais alors il faut aussi être sûr de son... Enfin, à mon sens, c'est ce qui était quand même discuté dans les papiers de Resect and Discard, c'est qu'il faut quand même avoir un niveau d'analyse suffisant pour être sûr de soi. Je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à mettre sa responsabilité en balance.
aussi dans le monde libéral, on a quand même pas mal de gens qui demandent leur compte-rendu histologique, leur compte-rendu de coloscopie. Est-ce que tu vas être en mesure de leur dire « je suis sûr de moi, tant pis ». Je pense que dans le fond, tu as raison, hein, parce que ça fait des économies d'échelle. Écologiquement, c'est sans doute mieux, mais je ne sais pas si on a le droit aujourd'hui de faire ça, vraiment. Enfin, l'idée, c'était finalement de réséquer toujours plus de 5 mm, même si ton polype fait moins. C'était ça le... Oui, tout à fait. Ok, parfait. Merci beaucoup, Bertrand. Merci Edouard. On va passer à la présentation